Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Et je dis bonjour, forcément, à ceux qui vont nous écouter. Et nous sommes donc je suis avec Frédéric. En préambule, j'aime bien demander quelle a été la motivation de cette demande de consultation de vie antérieure. Oui, alors si tu veux, moi j'ai des blocages, hein, je pense comme tout le monde. Et deux médiums m'ont dit que c'était karmique. D'accord. Donc je me suis un peu penchée là-dessus, alors que c'était pas du tout mon truc, et j'ai fait des méditations sur les annales akashiques. Oui. Et j'ai eu des révélations qui pourraient justifier mes blocages. Donc je voulais voir si avec toi on avait le même type d'informations ou si on en avait des complémentaires. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va tomber sur les mêmes? Je ne sais pas. C'est ça, voilà. Alors, je vais t'énoncer la première vie. Alors, il y a longtemps, il y a un petit bout de temps, donc j'ai pas relu du tout, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, je découvre comme toi, forcément, parce que j'oublie aussi vite que je canalise. Voilà. Alors, la première chose que je vois, c'est un cartouche. Un cartouche? Un cartouche égyptien. On me dit les hauts plateaux d'Égypte. On me donne une date, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est vaste, hein, 3e siècle avant Jésus-Christ, mais enfin ça donne un peu la période. Je crois que tu es... Enfin non, je crois pas. J'ai l'information. Tu es un homme. On me dit que tu as 18 ans et là on me décrit. Tu es grand et très fin, très longiligne en fait. D'accord. On me donne un prénom. Alors, comme à l'habitude, hein, je l'écris comme je l'entends. Je n'ai pas encore, ou peut-être que je n'aurai jamais d'ailleurs, on ne me donne pas les lettres en fait. J'entends seulement. Et j'ai entendu Ansum. Donc, A-N-S-O-U-M. D'accord. Donc, il faudra peut-être vérifier si, voilà, faire des recherches. Alors, on me dit que tu es pêcheur. D'accord. Tu es un pêcheur. Et on me dit que tu attends la crue. C'est-à-dire, tu attends cette période de l'année où, voilà, tu vas pouvoir peut-être pêcher beaucoup plus que d'habitude. On me dit que tu es en couple. Alors, on me signifie que tu es comme marié, parce qu'il n'y a pas de mariage, on me dit. C'est en fait le fait d'habiter ensemble scelle une union, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de cérémonie, tout ça. Enfin, c'est pas ce qu'on est en train de me dire. On me dit qu'il suffit juste d'habiter ensemble pour devenir un couple marié, entre guillemets. Pour nous mariés, quoi. Voilà. Et je vois ta femme qui tisse des paniers en osier. Donc elle tisse voilà, des paniers. Donc je vois 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et là on m'explique que tu es une personne très sensible, que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup ta famille, que c'est très, très important pour toi. Je te vois sourire, hein, mais on débriefe après, bien évidemment. Et que pour toi, c'est le plus important. La famille, elle est en pole position. Ouais. Ok. Alors, on m'explique que tu habites une petite province. Alors, par province, on me fait mettre des guillemets, on me dit village. Tu vois, c'est pas une grande ville, c'est pas une grande... ouais, c'est pas une grande ville, c'est comme un petit village. Et toi, en fait, ton truc, c'est que tu inventes une nouvelle technique de pêche. Ah ouais. Ouais. Et en fait, ça marche plutôt pas mal parce que ça te rapporte beaucoup de poissons. Donc du coup, dans cette petite province-là, et même aux abords, hein, ça s'élargit un peu, on me montre, tu fais des envieux. Les autres pêcheurs t'envient. Ils envient ta technique. Ils ne comprennent pas bien, en fait, comment tu arrives à pêcher beaucoup plus qu'eux.
Et en fait, ta technique, c'est au niveau de la manière de tisser les filets. Et je pense que ta femme n'est pas, comment dire, y est pour beaucoup. Oui, bah oui. En fait, j'ai une scène où je vous vois réfléchir à deux sur un espèce de grand filet comme ça, où elle tisse elle tisse comme si elle tricotait vraiment. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez fait à deux. Mais bon, la technique était attribuée forcément puisque c'est toi le pêcheur, mais je pense que c'était en, en duo avec ta femme. Et aussi, tu emploies un autre matériau que les autres. Tu as tissé ton filet avec autre chose. D'accord. Les autres, donc, et on m'explique qu'ils restent figés dans leur méthode ancestrale. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas évoluer trop. Eux, ils font ça comme ça depuis des années, des années, des années, certainement peut-être même des centaines d'années. Et eux ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas évoluer. On me dit que toi, tu es avant-gardiste pour ton époque. Voilà. Ouais. Tu aimes tester de nouvelles choses. Alors, on m'indique aussi, c'est précis hein, tout ça, dis donc, tu changes également l'heure à laquelle tu vas pêcher. C'est-à-dire que tout le monde va pêcher à la même heure et toi, tu as décidé que tu testais autre chose, tu vas pêcher à une autre heure. Et les gens comprennent, mais alors, pas du tout ce que tu es en train de faire en fait. Ils te prennent pour un nuluberlu, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Voilà. Donc, tu vas vendre tes poissons après la pêche avec ta femme. Et là, forcément, hein, c'est bingo pour toi. Donc, tu attires vraiment la jalousie des autres. Et là, ça commence à être problématique. Alors, on m'explique que tu as un ami qui est pêcheur également. Et lui va te trahir. C'est là que ça se gâte. C'était tout beau, hein, tout rose. Forcément, faut que ça se gâte. Ah bah oui. Alors, on m'indique qu'il y a des territoires sur le fleuve, en fait, où les gens du peuple n'ont pas le droit de pêcher. C'est réservé aux élites. D'accord. D'accord ? Oui, voilà, c'est ça, aux riches et aux rois, je vois. Alors bon, on a voulu me dire que c'était voilà pour la classe dite supérieure, on va dire. Et alors cet ami, il se fait passer pour toi et on me dit qu'il commet un crime de lèse-majesté parce que tu es arrêté puis emprisonné. C'est-à-dire que... Attends, faut que je relise mes notes parce que comme j'ai fait ça il y a un petit moment... Ok. Et en fait, il s'est fait passer pour toi. Il est allé pêcher dans le territoire où il n'avait pas le droit de pêcher pour que tu te fasses arrêter et que tu arrêtes de pêcher tous les poissons et que tu en laisses aux camarades. Tu vois ? D'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on me dit lèse-majesté. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, tu as enfreint les règles royales. D'accord ? Ouais. Donc, tu es arrêté et emprisonné. Et ton ami te dit que c'est lui, vient te voir et il te dit c'est lui. Alors lui, il a ni regret ni remords. Hein. Ah oui, d'accord. Aucun scrupule à avoir fait ça. Et en fait, là, tu te rends compte que toi, tu es quelqu'un d'assez gentil, on va dire ça comme ça. Et là, tu vois son vrai visage, tu vois le vrai visage de ton ami. Et là, c'est terrible pour toi. Parce que la trahison... Alors, j'ai pas la fin de l'histoire, parce que je vois que là, on bascule sur la deuxième vie. J'ai pas la fin de l'histoire, mais je pense que le point important, c'est cette trahison-là, où tu te rends compte que c'est possible. Et tu es très... tu tombes de haut, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, tu tombes de haut. Et je pense que cette vie-là, c'est ta première fracture
là, ta première blessure, je pense. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que cette vie te parle, Frédéric? Alors, bah, écoute, j'ai toujours eu un intérêt pour l'Égypte et quand j'étais au collège, j'avais un correspondant égyptien qui avait à peu près 16 ans, qui était assez grand et mince d'après la photo. D'accord. Voilà, et j'ai toujours voulu y aller, mais j'ai très très peur d'aller sur l'eau en fait. Les bateaux, ça me fait peur, j'ai peur d'avoir mal de mer, j'ai peur de pas être bien et que ça me rende malade et de regretter ce voyage. Donc D'accord. voilà, et j'avais jamais pensé que j'avais pu un jour être de là-bas. Bien sûr, et de surcroît sur l'eau. Et ouais, l'eau, voilà, c'est dramatique pour moi l'eau et ça fait partie d'une phobie clairement. J'ai très très peur de l'eau, enfin je peux pas me baigner dans la mer ou si je pense qu'il y a des choses dans l'eau, Oui. une phobie des requins par exemple, donc l'eau pour moi même dans une piscine quoi, ça reste compliqué, tu Oui, vois. ouais, je comprends. Donc il y a une problématique avec les bateaux et j'avais rêvé, enfin j'avais fait enfin j'ai eu comme si j'étais sur un bateau et que j'étais tombée par-dessus bord dans un anal akashique. Donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose avec les bateaux. Ouais. J'avais vu que j'étais marin, donc tu vois. Donc, voilà. Ah bah donc c'est pas la seule vie alors. C'est pas la seule vidéo, ouais, tu vois. Et du coup, bah, voilà, j'ai beaucoup de phobies avec l'eau. Très famille, c'est le plus important, et ben c'est toujours le cas. Moi, ma vie, c'est ma famille. Tu vois, on a un noyau, on est 4, on est très fusionnels. Donc ma vie, c'est ma famille. Je rêve de travailler avec mon mari, donc en binôme. Ah bah ok, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui serait pour moi, mais l'accomplissement total, tu vois. Ah bah c'est peut-être un message là subliminal pour que... Ouais. Il y a un petit message de guide entre les deux. Peut-être. Voilà, ça ce serait super. On habite actuellement un village et on aime beaucoup les coins un peu confinés. D'accord. J'invente des nouvelles techniques de pêche. Ben, moi, j'invente beaucoup. Je suis extrêmement créative et j'ai une façon de travailler qui sort du lot des autres en fait. Voilà. D'accord. Qui fait un peu ma distinction aussi, qui fait que ben, ça fonctionne. Voilà. D'accord, ok. Et la jalousie aussi, puisque ben, sans vraiment faire grand chose, j'ai réussi toujours en fait à t'attirer les foudres des autres. Voilà, de par ma créativité justement. Oui, bah donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, tu as ramené quand même ce petit noyau dur, ce petit point noir en fait, j'ai envie de dire, parce que les autres c'est plutôt du positif, hein, ce que tu ramènes, la famille, etc. Le fait de vouloir travailler en binôme avec ton mari. Bon, mis à part la phobie de l'eau, mais je pense que ça, c'est pas lié à cette vie-là propre. C'est-à-dire que tu as dû subir des traumatismes, de nombreux traumatismes avec l'eau dans tes vies. Mais par contre, ça, effectivement, on est en plein cœur de cette vie-là. Je sais plus comment tu t'appelles. Frédéric. Ah là, non, toi, oui, je sais. Ansoum, voilà. Mais là, on est au cœur du problème et je pense que c'est ça, en fait, que tu dois nettoyer. Oui. Il y a la trahison qui me parle beaucoup aussi parce que la franchise, l'honnêteté, pour moi, c'est vraiment indispensable, c'est vital. Et j'ai même fait des tests et c'était le critère principal chez moi. C'était l'honnêteté, la franchise. Tu vois, la trahison, pour moi, c'est impardonnable en fait. C'est ça. Donc là, ça me parle beaucoup. Voilà. D'accord. Et juste aussi le fait d'être un homme. Quand j'étais petite, pour moi, je voulais être un garçon et j'ai toujours su qu'avant, j'avais déjà été un homme en fait. D'accord. Donc, voilà. Oui, donc bon, très parlante encore, avec des similitudes et vraiment le petit point là, effectivement, qui ressort, que tu as une indication de travail en tout cas. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Alors, si tu le veux bien, on va passer à la deuxième vie. Je sais pas combien j'en ai canalisé pour toi, parce que... 3. Super. Une petite dernière, mais il y en a 3. Oui. D'accord, ok. Alors, là, on me dit Balkan. Ah. Alors, moi, je suis très nulle en géographie. Moi aussi. Bon, très bien. Je n'y connais absolument, mais rien du tout. Donc, moi, Balkan, ça me parle pas plus que ça, tu vois. Okay. On me dit que tu es pays de l'Est, d'accord. Mon mari est gentil, il me souffle.
Ok. Donc, on me dit que tu es une femme. Et je te vois, tu tournes. Alors, tu as une robe rouge, une grande robe rouge, longue, hein. Et tu danses et tu tournes. Tu sais, comme ça. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu virevoltes. Okay. Oui, on me dit, mon mari me dit peut-être Turquie. D'accord. Je vois que tu portes un bandeau sur le front. Alors, c'est pas toute la tête, hein, c'est vraiment le front. Tu as un bandeau ici avec une jolie robe rouge. La robe rouge, il y a des broderies dessus. Hein. Elle n'est pas unie, tu vois. D'accord. Je te vois brune et tu portes de grosses boucles d'oreilles en argent. Alors, bah ouais, on me dit que tu es une danseuse orientale. Ah. Voilà. Alors, pas orientale... pas orientale, c'est pas l'orientale avec la jupe là et puis comme ça, tu vois, c'est pas ça. C'est oriental, ouais, peut-être bien Turquie, parce que tu as une grande robe, tu es très couverte, hein, je te vois très couverte, pas dénudée du tout. Et bah, tu es très belle, hein, enfin, moi je te vois très jolie. Et on me dit que la date c'est 1620. Et on me dit que tu t'appelles Amia. Alors, à nouveau, hein, je l'ai écrit comme je l'ai entendu. A-M-I-A. D'accord. Amia. Alors là, d'un coup, je vois des chevaux qui galopent dans des plaines, en liberté. Je pense que c'est pour pour me montrer un petit peu l'environnement où tu es. Et alors, je te vois enceinte. Et tu sais que tu portes un fils. Tu es très très amoureuse du papa. Et c'est un enfant attendu et aimé avant sa naissance. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait un enfant parce que voilà, peut-être qu'en 1620 c'était le cas, on se mettait ensemble, on faisait des enfants, c'était monnaie courante. Non, non, là c'est vraiment un enfant de l'amour, on pourrait dire. Hein. Et alors là, bon, forcément là c'était tout beau, maintenant ça se gâte. En fait, l'accouchement se passe très mal. Et en fait, les dames qui sont là pour t'accoucher te demandent au père s'il préfère sauver la mère ou l'enfant. En fait, il y a danger de vie ou de mort. Ça va? Tu veux qu'on prenne 2 minutes? Vas-y, vas-y. Tu me dis, hein? Ça va aller, ça libère. Ça va aller. Donc, on demande donc au père s'il préfère sauver la mère ou l'enfant, puisque bah, malheureusement, il faut faire un choix. Toi, tu le supplies, comme pas possible, de garder l'enfant. Mais lui, il peut pas. Il fait le choix de te sauver toi. Ouais. Et en fait, bah, tu vas jamais lui pardonner. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. En fait, bah, revoilà la trahison. En fait, toi, tu considères ça comme une trahison. Ouais. Parce que je pense que si tu veux, sans s'être mis d'accord auparavant, parce que je vois pas de scène de ce genre-là, hein, comment dire, d'engagement de ce type-là. Mais je vois bien quand même que la scène est assez forte, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas utile, mais la scène est assez forte où je te vois en pleurs, tu supplies, etc. Et tu y reviens plein de fois parce que ça se passe pas en 2 minutes chrono, c'est assez long comme processus. Et quand les choses commencent à se gâter, tu sais très vite que bah voilà, ça va mal tourner quoi. Tu le sens au plus profond de toi, et là ça te fait... T'as une espèce comme ça, comment de souffrance. C'est ça, exactement. Et tu te dis, bon, bah là, il n'y a pas le choix. Et c'est là que quand la demande est faite à ton époux, mais lui, il ne se résout pas à te perdre, quoi. Il se dit, c'est pas grave, on aura d'autres enfants, quoi, tu vois, dans sa tête. Voilà. Ça va? Oui, ça fait très, très écho en moi, en fait. Parce que, si tu veux, j'ai 2 petits garçons.
J'ai mon aîné, en fait, bah, c'est un gros blocage depuis qu'il est né. Je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'il meure. J'ai peur qu'on me le prenne. J'ai peur qu'il souffre. D'accord. Tu vois, et pas avec mon deuxième, en fait, juste avec mon premier. Alors que mon deuxième, il est né préma, il a failli mourir vraiment. Mais c'est tous les jours. Ça fait 7 ans bientôt que ça dure et je ne sais pas pourquoi. Et si tu veux, j'ai fait donc une méditation sur les vies antérieures et je me suis vue enceinte. J'ai été très amoureuse du papa, comme tu viens de me le dire. J'étais enceinte et je savais que c'était un petit garçon. Sauf que le papa ne voulait pas de cet enfant et en fait, j'étais enceinte à peu près de 5 mois, je crois, et le bébé en est mort en fait. Comme si le fait que le papa n'en veuille pas, le bébé en était mort. Et moi, j'en ai tellement voulu que j'en suis morte de chagrin, tu vois, d'avoir perdu cet enfant-là. Donc, ça fait, ce que tu me dis là, j'attendais que tu me le dises honnêtement. Ah, d'accord. Parce que je voulais vraiment que ça ressorte, voir si ce blocage pouvait venir de là, de ce que moi j'avais vu et que tu me le confirmes, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça, quoi. Oui. C'est bien ça, voilà. Oui, c'est bien ça. Et du coup, tu vois, ça me fout. Oh bah forcément, hein, c'est normal, mais en même temps, ça libère, tu vois, ça libère, voilà. c'est-à-dire que... On a besoin de ça pour comprendre que c'est antérieur et c'est plus le cas aujourd'hui. Exactement. Quand il est là, et puis, voilà. C'est des réminiscences que tu ramènes qui sont ancrées vraiment très profondément. Hein, parce que cette histoire fait écho en toi parce que toi tu l'as vu, mais tu as peut-être plus, comme tout à l'heure le fait de la trahison ou l'eau, tu vois, tu as peut-être plusieurs histoires parce que effectivement le karma c'est ça, tant qu'on n'a pas compris on revient. Hein. Oui, c'est ça. On se fait des scénarios différents mais on revient travailler les mêmes problématiques. Donc effectivement là peut-être que ton âme a décidé que ça ne t'appartenait plus là, que c'était le temps de... Peut-être pour toi de libérer et de vivre pleinement en fait ta maternité et puis le fait d'être maman plus sereinement en fait pour cet enfant. Hein, j'en ai besoin parce que c'est lourd tu vois, à porter quoi. Mais je me doute. À chaque câlin tu t'imagines qu'on peut en être quoi, tu vois. Donc, oui. Et quand ça s'arrête. Oui, quand ça devient même obsessionnel, on peut le dire comme exactement. ça. Et puis pourquoi cet enfant là, tu vois. Oui, c'est ça. Pourquoi lui? Et pas le deuxième, par exemple. Voilà. C'est ça. Ça. Parce que là, c'est des histoires de premier-né, en fait. Ah oui, oui. C'est ça. Autant la tienne que tu as canalisée, autant ce que je te donne moi, ce sont des premiers-nés, en fait. Et le tien, c'est un premier-né aussi, pareil. C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Alors, je termine la petite histoire parce que j'ai 2-3 phrases à te dire encore. Encore. Donc, du coup, toi, tu considères que c'est une trahison. Alors tu auras d'autres enfants par contre avec le même homme parce que par la suite, mais tu ne te pardonneras jamais la mort de ton premier-né et pour toi comment j'ai mis pour toi c'est de ta faute et la faute du père, c'est-à-dire que tu assumes complètement, tu prends pour toi la faute, hein. Tu rejettes un peu sur le père, mais tu le prends aussi pour toi. D'accord. Ce qui n'est pas du tout de ta faute. Tu sais pas si c'était... elle est à terme, en fait, cette grossesse, tu n'as pas d'indication. Elle est à terme. Oui, à terme. Oui, je vois pas d'incident majeur, mis à part... Je crois, là, ce qu'on me donne, en fait, c'est un bébé qui vient par le siège. D'accord. Et donc, ça serait ça le... Ouais. Peut-être qu'à l'époque, il y avait... il savait peut-être pas comment faire, je sais pas. Et c'est un bébé, de ce qu'on me donne maintenant, c'est un bébé qui vient par le siège, de ce que je vois. D'accord. Voilà, j'avais pas demandé de précision, mais là, quand tu me le dis, c'est l'image qu'on me donne. Et je vois la panique, hein, c'est pas qu'on s'est dit, bon, c'est comme ça, tant pis, quoi. C'est qu'on a essayé vraiment, par tous les moyens, d'y arriver et qu'on n'y est pas arrivé du tout, hein. Il n'y avait plus de solution que celle-là, quoi. Et du coup, mais le bébé, il est né mort, on ne sait pas. Tu veux vraiment savoir les détails? Oui, oui. Ouais, j'ai besoin, je pense, pour faire, tu vois, le deuil, et puis on n'en parle plus. En fait, comme il n'y a pas eu de césarienne, le bébé, il s'étouffe. D'accord, ok. Voilà. Il n'arrive pas à sortir, il s'étouffe. Ouais, oui. D'accord, bon, très bien. Après, j'ai pas d'autres détails,
Mais je sais qu'il s'étouffe, il n'arrive pas à passer et il meurt. D'étouffement, quoi, en fait. Il a plus d'oxygène, il est coincé dans le bassin, quoi, je pense, et il meurt étouffé. Ouais. C'est pas gai, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, j'espère que elle est toute petite, hein, la vie, hein, la troisième, là. Alors, attends. Oh, mais non. Non, c'est parce que j'étais en fin de cahier, alors je me suis débrouillée et j'ai interverti les pages. Alors, on change complètement d'environnement parce que là, on me donne le soleil, pour toi, la Sicile. Ah, d'accord. L'Italie. Alors, je suis mauvaise en géographie, mais la Sicile, je sais. Et on me précise le sud de la Sicile. Donc, forcément, je vois les oliviers. Hein. Tu es à nouveau une femme. Et nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. On ne me donne pas de date plus précisément. Ah si, après, on me donne une date, oui. On m'indique que tu es une résistante. D'accord. Donc, tu fais partie du combat. Et que tu veux combattre avec les hommes. On me donne la date de 1942. D'accord. C'est peut-être ta dernière vie, d'ailleurs. Tu t'engages, on me dit, dans la milice armée. Alors, il faudrait que tu fasses des recherches parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne te vois pas armée, hein, je te vois habillée en civil. Voilà. On me dit, alors, donc ça devait être des milices, on me dit milice armée, mais ça devait être des milices à côté, voilà, des gens qui s'engageaient comme ça dans la résistance, quoi. Hein, donc, il n'y avait rien d'officiel. On me dit que tu fais partie de commando. Donc tu es active, hein, proactive. On me dit que tu fais l'espionne. Inspecteur Gadget. J'ai toujours rêvé d'avoir un stylo espion. Bah voilà, peut-être. Alors ça, ce serait mon truc. J'adore. Je dis à mon mari, des fois enregistre quand tu vas à une... L'autre jour, il a fait une conférence sur la sophrologie. Je lui dis, bah enregistre, j'ai envie de savoir et tout, quand je peux pas y être, tu vois. Mais bon, lui, c'est pas son truc, mais moi, j'adore. Ah d'accord. Bon, bah voilà, tu sais pourquoi maintenant. Alors, je te vois, tu es très très belle. Tu es brune, grande, très élancée. Tu as les cheveux courts, par contre. Et je te vois, tu portes un béret sur le côté, comme ça. Voilà, un béret. Et tu as un tailleur en jupe extrêmement cintré. Donc, tu es très, très, très féminine. Alors, là, je vois... Alors, on me donne ton prénom. Tu t'appellerais Sylvia. D'accord. Tu portes des explosifs. Alors là, je vois une scène, hein. Alors, tu portes des explosifs autour de ta taille. Et tu rentres... alors, j'ai dû oublier de marquer le reste. Attends. Tu rentres. On verra peut-être après. Et t'es hyper déterminée, hein. Pour toi, c'est à la vie, à la mort, quoi. Ah ouais. Ouais, voilà. T'es hyper déterminée. Ton fiancé... parce que tu as donc un fiancé, te supplie d'abandonner. Alors vraiment là, encore une fois, on te supplie de lâcher ce que tu vas faire. Mais toi, tu veux lutter pour la cause. Hein? Tu lui dis que tu vas abandonner. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ma feuille, c'est, je sais pas, j'étais partie ailleurs. Attends. Alors, je sais pas. Attends, je vais tourner ma feuille, voir. Alors, je vois que tu rentres dans un bâtiment. C'est ça, en fait, tout à l'heure. Hein. Donc, tu rentres dans les bâtiments avec les explosifs. Hein. C'est ça. Ah, voilà. Et en fait, tu fais partie d'un réseau.
Et en fait, tu te trouves pas du tout en Sicile, toi. Toi, tu es de Sicile. Mais au moment de la scène où tu rentres dans le bâtiment avec les explosifs, tu es à Londres. On me dit le nord de l'Europe, Londres. Ah oui. Et donc, tu rentres dans ce bâtiment. Et là, j'ai eu une grande vague de tristesse, en fait. Et parce que tu as un sentiment de sacrifice. Tu sais que tu vas te sacrifier, quoi. Et bon, tu restes pas quand même insensible à ce sentiment. Tu es consciente, consentante, même proactive pour faire ce geste, mais n'empêche que voilà, tu as l'impression quand même que c'est fini pour toi. Et je te vois pleurer et tu ouvres ta veste. Les hommes en face de toi voient les explosifs et te tirent dessus. Hein, ils font pas de... Il n'y a pas de... Comment on dit là? Attention, on va vous tirer dessus. Il n'y a pas de ça. Sommation, merci. J'ai mon guide perso. C'est chouette. C'est chouette, hein? De sommation. Et en fait, tu meurs sous les balles. On me dit que tu as 34 ans lors de ton décès. D'accord. Et alors, là, relié au sacrifice, en fait, parce que j'ai fait une grande flèche, on m'explique que tu trahis ton fiancé. Donc les 3 vies tournent vraiment autour de ça et que c'est vraiment un sentiment de trahison que tu commets, toi, parce que en fait tu lui avais promis que tu le ferais pas. Quand il t'a supplié, tu as promis et que finalement tu l'as fait quand même. Donc tu meurs avec ce sentiment et de sacrifice et de trahison que toi tu commets. Voilà. Et on tourne en boucle sur cette grosse blessure. Hein. Je te raconterai un truc, mais hors D'accord, vidéo. Hors vidéo tout à l'heure. D'accord. Ah ouais, ok. Bon. Est-ce que la 3e vie te parle au niveau de l'environnement, les pays, l'époque à part l'Angleterre, parce que j'y ai habité 1 an et demi, à Londres même. D'accord, bon. Espionne, voilà, j'adore. Oui. En fait, j'ai fait une licence en intelligence économique et en fait, on est assimilé un peu à des espions. Comment on appelle ça? C'est ce que nous disaient les profs en fait, hein, à de l'espionnage industriel. Ah voilà. Oui, d'accord. Et moi, j'adorais. Tu vois. Ok. Donc ça me parle vraiment. Après, est-ce que j'ai réussi à faire péter les explosifs? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que non, voilà. Non. Et là, je suis déçue quand même, tu vois. Parce que c'est pour ça que en fait, tu as ce sentiment de sacrifice, c'est-à-dire que tu sais que tu peux mourir et puis pas arriver sans aller au bout, exactement. Ouais. Et on est vraiment là dans la défense de ce qu'on croit et d'aller au bout, et voilà, moi ça me parle, tu vois, ma conviction et voilà, me battre pour ce en quoi je crois, voilà, la justice, tu vois, donc on revient dessus. C'est ça. Voilà, donc ça ouais. Oui, donc il y a quand même pas mal de choses qui parlent, hein. Ouais. Ok. Bon, je vais te garder hors caméra. Ouais, d'accord. Je vais arrêter la vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.